Alors déjà, je voulais vous dire, en tant que candidat, bonne année 2026 à toutes et à tous les gens. Je sais déjà que nous allons faire des grandes choses en 2026, après avoir fait déjà beaucoup en 2025, après avoir en 2025 annoncé ma candidature dans cette primaire de l'après la plus large jamais vue sur Terre, pour le moment. Je sais qu'en 2026, nous allons faire des grandes choses, notamment parce que normalement, en automne 2026, selon les gens qui ont annoncé des détails sur la primaire, normalement en automne 2026, nous irons à cette primaire large. Ça fait déjà un gros événement à préparer en 2026. Et bien sûr, jusqu'à là, nous allons continuer de mener cette campagne avec tous les soutiens qu'on a, et d'ailleurs des soutiens qui sont de plus en plus nombreux et nombreux. On va en parler aujourd'hui et on va réagir aussi aux annonces d'Alexis Corbière sur la primaire, parce qu'Alexis Corbière vient de passer pour faire une interview télévisée et il a évoqué la primaire de l'après. Mais avant ça, les gens, des petites informations sur les derniers sondages dans la primaire et 2-3 personnes qui se sont exprimées dessus. Donc déjà, on a le Moicast, Samo du Moicast, collègue streamer sur Twitch, extrêmement basé les gens, allez suivre sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Moicast qui a dit « On a la possibilité de faire le truc le plus marrant qui soit lors de la primaire ». Il dit ça en réponse au sondage, à l'avant-dernier sondage qui avait été fait, qui me plaçait à 11%, c'est-à-dire en 4e position derrière Lucie Castet, Marine Tondelier et François Ruffin dans cette primaire large. Donc merci beaucoup Moicast pour le soutien, merci pour tout le taf que tu fais, et ça fait plaisir que tu partages un petit peu le fait que je suis candidat dans cette primaire. Badmuche, gagnant de la primaire, nous dégage de la course 90% des candidats pourris du bloc de centre-gauche. Et en plus, c'est le seul qui promet de se retirer s'il n'est pas candidat en tête face à LFI. Il est plus basé qu'LFI sur certaines questions comme sur le logement. Alors, merci, c'est très très gentil. Je rappelle que dans le cadre de cette primaire, les propositions les plus basées qu'on fait sur cette chaîne sur le logement, notamment le bail acquisitif, la démarchandisation des logements, ce genre de choses, pendant la primaire, je m'en tiens au programme du NFP qui a été posé en 2024. Mais ces objectifs-là, bien sûr, restent des objectifs long terme que ma candidature pourrait contribuer à apporter au sein de cette primaire et de cette campagne. Maintenant, les gens, on a un deuxième point de données avant d'écouter ce que Corbière a dit, très rapidement. Glupatat lui-même a décidé de faire un sondage, c'était juste avant Noël, les gens. Vu qu'on n'en a pas parlé, je vous le montre aujourd'hui. Sondage Glufop. Apparemment, il a son propre institut de sondage maintenant. Si une primaire de la gauche avait lieu en vue des présidentielles de 2027, pour qui voteriez-vous ? Incroyable, les gens. Il y a 9500 personnes qui ont voté sur le sondage de Glupatat. 450 likes. 90 000 vues. Et regardez les résultats du sondage de Glupatat, les gens. Je suis largement en tête dans la primaire avec 67% des intentions de vote. Alors bien sûr, je le redis à chaque fois parce qu'ici, nous sommes rigoureux, contrairement à la primaire populaire ou à d'autres processus. On reconnaît quand les échantillons sont biaisés et que ce qu'on a sous les yeux n'a pas vraiment de sens. Moi, je reconnais que là, on est sur un sondage Twitter sur le public de Glupatat. Et donc, ok, ça peut être un point de données intéressant pour montrer que j'ai l'air d'être la candidature la plus populaire, en tout cas parmi ce cercle-là. Mais évidemment, moi, j'en appelle encore une fois aux sondeurs officiels, aux instituts de sondage qui sondent selon une méthodologie hyper critiquable, bien sûr, mais on va dire moins pire qu'un sondage, que juste un sondage Twitter. J'en appelle à eux pour m'inclure dans les sondages qui sont faits vis-à-vis de cette primaire, parce que pour l'instant, il y a eu plusieurs sondages sur les primaires. Pour l'instant, je ne suis pas inclus. Ce qui n'a aucun sens. Je rappelle que je suis un candidat déclaré dans la primaire, au même titre que, par exemple, Clémentine Autain. D'ailleurs, j'étais dans le même parti qu'elle, jusqu'à récemment. Donc voilà, tout ça pour dire que peut-être faudrait inclure toutes les candidatures déclarées quand vous faites des sondages sur la primaire, surtout quand il y en a qui semblent être vachement populaires par rapport à d'autres, mais bon, passons un petit peu. Passons du coup à Alexis Corbière. Déjà, t'es censuré de Wikipédia. Alors ouais, j'étais sur la page Wikipédia pour la primaire large de 2026. J'étais dessus pendant un moment, j'étais listé comme candidat officiel, maintenant je le suis plus. J'avoue, je sais pas trop comment tout ça marche, mais bon, c'est un petit peu bizarre quand même. J'espère que le temps de parole sera distribué selon la proportion donnée par le sondage de l'Institut Glufop. On peut espérer. Dommage que le sondage propose fort mais pas Autain alors qu'elle est déclarée. Pas très sérieux cet Institut Glufop. Faites mieux. On peut toujours faire mieux, les gens. Question constitutionnelle à trancher au plus vite. Peut-on être élu sous un pseudo ou faut-il le faire avec son nom légal ? Ça pourrait être bloquant.
Ah non, mais récemment, j'ai changé mon nom légal à Bad Mulch. Et maintenant, Tristan Delem est juste mon pseudo internet, notamment utilisé par Charlotte Belaïch dans son article sur moi. Bref, les gens, on écoute Alexis Corbière qui nous a parlé de la primaire, c'était il y a un jour, sur BFM TV, il a interviewé. Primaire de la gauche, incendie en Suisse, budget, l'interview, Alexis Corbière en intégralité. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur la primaire ? Attendez, je remonte au début. Voilà. Ah, mais c'est le problème après justement de ce président irresponsable en 5ème République qui décide tout seul, et je pense qu'il y a un rejet très profond dans le pays de sa politique. La question, c'est comment on prépare l'après. Mon mouvement s'appelle l'après. Ouais. C'est un jeu de mots, l'Alliance pour les Républiques écologistes et sociales, mais il faut aussi préparer l'après. L'après Macron, l'après montée de l'extrême droite, l'après 5ème République. Voilà ce à quoi je travaille. Et moi, je travaille au-delà des vœux crépusculaires d'Emmanuel Macron qui ne nous a rien vraiment annoncé, si ce n'est qu'il restera sous-entendu. Le projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux. Il en a pas parlé. Si, il y a un projet de loi qui va être déposé. Il en a parlé. C'est un projet qui est assez concret. Le projet fin de vie, il veut aller au bout du parcours législatif. C'est sa faute si, à cause de la dissolution, on n'a pas pu avancer. Je suis un fervent soutien du projet fin de vie. Je suis pour qu'on fasse attention, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des vœux de faible ambition. Puis il dit faut être utile. Bon, franchement, c'est d'une grande généralité. Mais surtout, bon, voilà, on est face à des dossiers concrets. Mais puisque vous évoquez Emmanuel Macron. Ah, imaginez, vous écoutez premier degré les vœux de Macron le jour de l'an, le soir du réveillon. Ah, horrible. Je répète, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après maintenant. Comment on travaille à ça ? Et je suis favorable. Et vous le savez, dans le cadre d'un processus qui s'appelle Front Populaire 2027, autour de Lucie Castet, à mettre en place un processus. Moi, je donne un point de vue d'homme de gauche et écologiste pour une candidature unique, commune, à la prochaine élection présidentielle, parce que la menace d'une victoire de l'extrême droite est sur la table. Et l'idée que je me fais du pays de la République ne souhaite pas que ce soit l'extrême droite qui l'emporte. Vous êtes pour une primaire à gauche. Raphaël Glucksmann. Ok, donc là, on aborde le sujet. Corbière reste donc sur la proposition d'une candidature unique à l'élection présidentielle en passant par une primaire. De base, c'est un petit peu lunaire quand même, parce qu'on rappelle que ça fait genre plus d'un an qu'il y a un énorme questionnement à gauche sur l'utilité d'une primaire, qu'il y a des débats intenses là-dessus. Moi, j'ai fait une vidéo dessus avec des arguments quand même vachement solides contre l'idée de faire une primaire. En tout cas, il n'y a personne qui m'a proposé un contre-argumentaire après cette vidéo pour montrer qu'en fait c'était une bonne idée et que les points que j'ai soulevés ne sont pas valides. J'inclus là-dedans par exemple Samuel Gibowski, l'organisateur de la primaire populaire en 2022, qui est venu débattre suite à ma vidéo sur ce stream à 2 reprises. Et dans ces échanges-là, lui-même n'a pas pu défendre le fait de refaire une primaire en 2026 selon les modalités similaires à la primaire populaire. Il a essayé de le défendre, mais on sentait bien que c'était complètement dogmatique, puisque quand je soulevais des points et des problèmes que ça posait, notamment le manque de représentativité de l'échantillon des participants, il admettait à demi-mot que c'était un problème, mais que magiquement, en fait, il n'existait plus. Enfin bon, allez réécouter ces débats-là, parce que ces réponses n'avaient juste aucun sens, Il disait, mais non, c'est complètement impossible que, par exemple, François Hollande gagne. Après, lui-même a dit, non, mais si Hollande gagne la primaire, je ne le soutiendrai pas. Du coup, il démontrait lui-même que la primaire ne marche pas parce que les gens pas d'accord avec la personne qui va gagner la primaire ne vont pas le soutenir par la suite. Donc, enfin bon, c'est juste un fiasco. C'est juste un fiasco. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de réponse de personne de l'après sur mes arguments là-dessus. Donc voilà, Alexis Corbière de l'après qui reste là-dessus après m'avoir viré de l'après en respectant aucun des points de leur statut. Maintenant, ils sont sur les plateaux à défendre dogmatiquement la primaire sans répondre jamais aux arguments des gens qui disent ça peut pas marcher. Je ne souhaite pas que ce soit l'extrême droite qui l'emporte. Vous êtes pour une primaire à gauche. Raphaël Glucksmann n'en veut pas. Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas. Concrètement, cette primaire, elle va de qui à qui ? Et surtout, quand elle aura lieu ? Déjà, elle est ouverte à tous à gauche dans mon idée. Marine Tondelier, la candidate des écologistes. Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin ont déjà dit qu'ils souhaitaient y participer. Ouais. Je suis pour que ça s'élargisse. Les communistes feront un congrès au mois de juin, les socialistes. La question du journaliste, c'était est-ce que Glucksmann est inclus là-dedans ? Et après, Corbière répond c'est ouvert à tous les gens de gauche, mais du coup, Glucksmann ne serait pas dedans. Donc je sais pas, il répond pas à la question. Évidemment, mais ils sont partie prenante de ça. Olivier Faure l'a déjà dit. Moi, je lance l'invitation. Olivier Faure, Boris Vallaud, Pierre Jouvet, tous ces gens. Ils sont capables d'être président de la République, pardon ? Oui, il me semble, vous savez. Oui, je pense. Boris Vallaud c'est une blague. Les gens, est-ce que vous vous rendez compte le niveau de mensonge par omission que ces gens sont en train de faire ? Toute la séquence où le PS soutient maintenant
la coalition macroniste en refusant de censurer le Cornu 2, en votant pour le budget macroniste et tout ce truc-là, dans le langage utilisé par les gens de l'après, n'a jamais eu lieu. Genre, c'est 1984. Ils disent oui, c'est la gauche, machin, il n'y a pas de différence, c'est le NFP. On dirait qu'ils se sont enfouis la tête sous le sable et qu'ils nous partagent une vision du monde où ce qu'on vient de voir sous nos yeux arriver ne s'est jamais produit. Mais du coup, Mulch ne serait pas dedans vu qu'il est neutre et pas de gauche. Ça serait scandaleux. Si c'est vrai, c'est très grave. De qualité, tous les noms que nous avons cités. Mais je suis favorable à ce que la France insoumise participe à ce processus. Qu'on me comprenne bien. En 1996, vous savez, en 2016, j'ai écrit un livre, j'étais contre les primaires. Parce qu'à l'époque, c'était quoi la situation? La gauche rassemblée faisait 44%. L'extrême droite n'avait jamais été au second tour. Aujourd'hui, la gauche rassemblée fait 29%. Ça fait 2 fois que Marine Le Pen est au second tour et qu'elle progresse. Donc il faut changer de stratégie. Pardon, mais quand vous voyez LFI, qui a quasiment un candidat quasi déclaré, Jean-Luc Mélenchon, qu'ils ont un programme qui est dévoilé, qu'ils ont une machine qui est bien huilée, et vous l'avez connu parce que vous étiez à la France Insoumise avant d'être poussé vers la sortie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard quand même par rapport à Jean-Luc Mélenchon? Non, je crois pas, parce que c'est quoi l'intérêt? C'est comme Raphaël Glucksmann, tout ça, à ce stade, si on prend le critère, vous avez cité des sondages, personne gagne. Il y a quand même un sujet. Et là, cette fois-ci, on a obligation. Ouais, non, il a vraiment dit la gauche rassemblée fait 29%. La dernière élection présidentielle, Mélenchon a fait 22%, et je me souviens bien, quand on faisait la somme de tous les petits candidats habituellement étiquetés de gauche, ça faisait 10%. Donc déjà, ça faisait 32%. Donc je sais pas d'où il sort 29%. Et du coup, ok, 32%, sauf qu'en fait, c'est dans un contexte où la gauche fait absolument n'importe quoi dans cette élection globalement, sauf peut-être LFI, qui eux ont vraiment mené une campagne pour essayer de gagner. Une campagne de qualité, une grosse mobilisation de terrain, un candidat viable, etc. Je rappelle que c'est un contexte où plein de gens disaient non, c'est complètement impossible, donc on va voter pour des petits candidats. Plein de gens se regardaient les sondages, étaient matrixés, et du coup se sont dit ça vaut même pas le coup d'aller voter du tout, on va s'abstenir. Enfin, je veux dire, ce truc de la gauche serait seulement à 33% ou je ne sais quoi. Ok, mais c'est dans un contexte où les gens font absolument n'importe quoi vis-à-vis des élections. Quand on sonde les gens, la population française, sur n'importe quelle mesure, genre voulez-vous approfondir la démocratie en passant une 6ème République? Voulez-vous augmenter le SMIC? Voulez-vous la retraite à 60 ans? Il y a toujours une majorité des gens qui sont pour ça, entre 60 et 90%. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que si la gauche faisait pas les immenses erreurs stratégiques, les énormes erreurs, comme présenter le PS comme étant de gauche, continuer à mettre cette étiquette là-dessus, alors que les gens ont connu le mandat Hollande et sont complètement dégoûtés de ce parti, et ont compris maintenant que ce parti n'est plus de gauche. Et donc, ça devient complètement illisible si jamais tu dis le PS est de gauche. Ou si tu t'associes à eux après leur trahison récente. D'autres trucs désastreux comme ne pas être solide sur Gaza, ne pas être solide sur taxer les riches, sur les services publics, sur dénoncer le racisme, dénoncer les violences policières, ce genre de choses. Quand les gens sont pas solides, la population se dit bah non, mais du coup, ces gens-là font partie du système, ces gens-là font partie du statu quo, ma vie ne va pas réellement changer en mettant ces gens-là au pouvoir. Il y a même une partie des gens qui veulent un changement radical qui vont voter extrême droite. Parce qu'ils se disent c'est pas avec la gauche qu'on va l'avoir, parce que la gauche est molle et fait rien. Donc tous les gens à gauche qui donnent raison aux personnes qui disent que il se passera rien avec le PS au pouvoir et tout, et qui les incluent et qui sont confus sur tous les sujets que je viens de dire, Gaza et tout, mais même, Gaza c'est sur la politique internationale, mais tous les sujets de politique intérieure, la police, les violences policières, le racisme, la lutte contre l'extrême droite. Vous avez vu récemment Glucksmann face à c'était Zemmour, je crois, le débat Glucksmann-Zemmour, où Glucksmann a été complètement désastreux. Le mec passe pour un énorme guignol et les gens sont en mode mais à quel moment on va voter pour un clown comme ça? Même si t'es en désaccord, même si t'es complètement opposé à Zemmour politiquement et t'entends ce débat, tu te dis ah ouais, attends, les gens mettent l'étiquette gauche sur ce gars-là et maintenant on me dit il faut voter pour la gauche, mais attends, c'est une catastrophe. Donc globalement, ce truc de la gauche à 29% déjà, même par rapport aux élections récentes, c'est faux. Et en plus, la marge de progression est tellement énorme que oui, évidemment, la gauche peut être à beaucoup plus. Et encore une fois, on parle de score au premier tour, alors qu'une fois que la gauche est au second tour, face à un candidat que les gens détestent, un candidat issu de la Macronie, qui fait une politique, qui va continuer une politique horrible que les gens détestent depuis maintenant 10 ans que Macron est là, oui, les gens vont aller voter pour la gauche. Il y a des grandes chances que la gauche fasse plus de 51%, fasse plus de 50% dans un contexte comme ça. Donc, ça veut dire quoi, la gauche est à 29%? Je sais pas, est-ce que vous faites tout en sorte pour que la gauche soit présente au second tour et puisse faire plus de 50%? Non, vous ne le faites pas. Donc arrêtez la blague.
question de gagner. Le but n'est pas de savoir si nous sommes en tête de la gauche. Ça m'intéresse peu. Le but n'est pas de savoir si on a la plus belle tombe du cimetière de la gauche. La question, c'est être au second tour et l'emporter. Je considère que la stratégie qui est prise de division, et j'espère que les municipales seront pas... Vous voyez, moi je suis d'accord avec Corbière là-dessus. Oui, la stratégie, c'est être au second tour et emporter le second tour. Mais le truc que tu proposes, Corbière, refaire comme la primaire populaire en 2022 qui a donné Christiane Taubira, gagnante de la primaire. En quoi cette stratégie a un rapport avec mettre la gauche au second tour, se rassembler pour que la gauche soit au second tour et se rassembler pour que la gauche gagne ensuite? Quel est le rapport entre ces deux trucs? Là, le journaliste devrait lui poser la question sur le plateau. Mais attendez, ce que vous dites là, ça a donné Christiane Taubira, qui était tellement impopulaire qu'elle était même pas sondée une seule fois en 2022 pendant la campagne. Elle ne pouvait même pas avoir ses 500 signatures. Donc là, leur proposition, c'est on refait une plateforme en ligne en 2026. On refait pareil que la primaire populaire. On va appeler ça une primaire large ou je ne sais quoi. Pourquoi ça donnerait quelque chose de différent? Les mêmes causes donnent les mêmes conséquences. Enfin, c'est ouf quand même. À l'occasion du grand fracas entre les forces de gauche et écologistes, il faut se rassembler. Si nous avons une candidature commune, on a rassemblé 9 millions de voix au NFP, ça fait 2 fois qu'on va aux élections législatives ensemble. Expliquez-moi pour quelle raison nous sommes capables, la gauche, d'aller aux législatives ensemble, candidature commune, mais pas à la présidentielle. En 2016, j'avais fait... Je rappelle que il dit ça, on dirait qu'il fait une critique adressée à LFI, mais il est en train de dire pourquoi on ne pourrait pas être unis. Mais attendez, aux européennes, quelles sont les forces politiques qui étaient pro-liste commune NUPES à l'époque, aux européennes? Il n'y avait que LFI en fait. LFI a proposé à ELV une liste commune avec ELV en tête de liste. ELV a dit vous êtes horribles, vous êtes des mauvaises personnes, on veut pas. On veut pas faire ça. Nous on part séparément, on part tout seul. Et après le PS, le PCF, enfin le PS et Place Publique, et le PCF et tout, on dit bon du coup il n'y a pas d'union, donc on le fait pas non plus. Ensuite, qui s'est déclaré pour le moment candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y a une seule personne de LFI qui a dit nous, cette personne-là est candidate à l'élection présidentielle? Non. Alors d'accord, LFI a dit il y aura une candidature de la France Insoumise à l'élection présidentielle. Donc ils ont dit il y aura quelqu'un de leur parti. Ils ont même pas donné de nom. Alors que dans leur parti, il y a déjà Clémentine Autain qui a dit elle est candidate à la présidentielle. Il y a, je sais plus si Glucksmann l'a dit ou pas, mais il y a, comment il s'appelle, Ruffin qui a dit il est candidat à la présidentielle, il est candidat à la primaire et il va gagner la primaire. Tondelier a dit qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle s'est annoncée déjà. Donc, du coup, vous êtes avec des gens qui se sont tous annoncés qu'eux, ils vont faire leur candidature, et vous êtes là, il faut une candidature unique, et on dirait que vous critiquez LFI. Ça n'a aucun sens. Et bien sûr, moi-même, qui suis candidat, je suis candidat à la primaire. Hein. J'ai pas dit que j'étais candidat à l'élection présidentielle, forcément. Enfin, je le suis a priori, puisque a priori, je suis en tête de la primaire, donc je vais la gagner. Mais bien sûr, dans le cadre où je suis candidat à la présidentielle, et je ne suis pas en tête à gauche dans le rassemblement, je me désisterai pour la candidature en tête, puisque le but c'est d'être au second tour, et je suis pour l'instant la seule personne dans la primaire qui ait pris cet engagement, ce qui devrait être la base pour tous ces gens qui disent il faut une candidature unique. Du coup, si vous voulez une candidature unique, faites l'engagement dès maintenant que si vous gagnez la primaire, mais que vous n'êtes pas en tête à gauche, et vous désisterez pour assurer dans tous les cas une candidature unique. Pour l'instant, voter pour moi dans la primaire, c'est la seule façon d'assurer qu'il y aura en effet une candidature unique ou un minimum de candidatures dans l'élection. C'est le meilleur moyen pour l'instant. Hein. Un bouquin qui s'appelait Le piège des primaires. Aujourd'hui, ce qu'on subit, c'est le piège du présidentialisme. Alors Corbière nous dit, j'avais écrit à l'époque un bouquin qui s'appelle Le piège des primaires, donc je ne l'ai pas lu. Hein. J'ai lu tous les livres dans le monde, sauf celui-là spécifiquement. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc j'ai pas lu ce livre, mais est-ce qu'il va nous dire du coup pourquoi il a changé d'avis là-dessus ? En 2016, j'avais fait un bouquin qui s'appelait Le piège des primaires. Aujourd'hui, ce qu'on subit, c'est le piège du présidentialisme. C'est que vous avez des gens qui pensent qu'à eux tout seuls, ils vont régler le problème. À eux tout seuls, ils vont écraser. Oui, c'est un obstacle. Donc du coup, il dit, j'ai écrit un livre contre les primaires qui s'appelle Le piège des primaires, mais maintenant, il y a le piège du présidentialisme. Et du coup, tu nous expliques pourquoi tu as changé d'avis sur les primaires, tu nous expliques pourquoi les arguments que tu faisais avant, je sais pas c'était lesquels, hein. Mais explique-nous pourquoi les arguments que tu faisais avant ne sont plus valides aujourd'hui. Non, tu vas pas nous expliquer, tu vas juste nous sortir un slogan. Il y avait le piège des primaires, maintenant il y a le piège des présidentialismes. Surprise, surprise, on était dans la 5ème République aussi à l'époque. Donc il y avait déjà le piège que tu dénonces de maintenant, il était déjà là avant, et du coup, on est toujours dans la 5ème République en fait. Entre 2016 et maintenant, c'est les mêmes institutions, donc pourquoi un problème structurel que tu dénonçais à l'époque n'est plus le cas aujourd'hui, et pourquoi un problème structurel que tu dénonces aujourd'hui n'était pas le cas à l'époque? Ça, je comprends rien ce qu'il raconte, hein. C'est que vous avez des gens qui pensent qu'à eux tout seuls, ils vont régler le problème. À eux tout seuls, ils vont écraser. Oui, c'est un obstacle. Donc, il faut des primaires. Pourtant, pourquoi ne pas se rallier à Jean-Luc Mélenchon si, par exemple, projetons-nous, il était
au plus haut dans les intentions de vote d'ici septembre, ou même à 2 mois ou 3 mois du premier tour. Est-ce qu'il ne faudrait pas se rallier devant le meilleur des candidats? Mais est-ce qu'on ne peut pas créer un processus? Non, mais oui, regardez, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est créer le processus qui crée les conditions qu'on puisse vraiment se rallier. C'est-à-dire que la stratégie, le profil de candidature. Donc le processus qui crée les conditions qui font qu'on peut réellement se rallier, déjà qu'est-ce qui t'empêcherait dans un scénario comme ça où il n'y aurait pas eu de primaire de te rallier? Il n'y a absolument rien qui t'en empêche, ça c'est complètement un sophisme. Hein. Par exemple, le Parti communiste français, en 2017, s'est rallié à la France insoumise pour ne pas diviser les votes, d'accord? Ils se sont dit la meilleure stratégie c'est de faire gagner la gauche. Il n'y a pas eu besoin que LFI participe à une primaire à l'époque pour que des gens se désistent et se rallient au parti en tête à gauche. Donc cet argument est juste complètement bidon. Et ensuite, en fait, c'est pas ça que tu es en train de dire. Tu n'es pas en train de dire il faut que LFI participe au processus qui permettrait ça. Tu es en train de dire pour que nous, on accepte de soutenir le parti largement en tête à gauche en termes de popularité, en termes de force militante, en termes de capacité à faire campagne et d'être au second tour et de gagner le second tour, les conditions, c'est que eux acceptent de vivre dans un processus biaisé. Un processus où ils pourraient ne pas être désignés comme candidat du rassemblement dans la primaire si l'échantillon des gens qui vont voter dans cette primaire est non représentatif des électeurs de gauche. En plus, extrêmement probablement, en passant par une plateforme en ligne, potentiellement déléguée à une entreprise privée à but lucratif, utilisant du logiciel complètement opaque, pas open source, hein, parce que s'il passe par le même prestataire que Primaire Populaire qui s'appelle NeoVotes, et bah surprise, surprise, il y a des chercheurs du CNRS qui ont publié une étude pour pointer du doigt des manquements de l'entreprise NeoVote dans l'organisation du vote de la Primaire Populaire en 2022, notamment sur la sécurité informatique. Et ils ont dit que l'intégrité de ce vote ne pouvait pas être garantie. Il y a des gens qui ont voté 8 fois dans ce vote. Une personne peut voter 8 fois sur leur plateforme parce qu'il suffisait d'avoir plusieurs cartes bancaires, plusieurs adresses mail. Donc c'est tous ces gens-là. Je pars du principe que c'est NeoVote, hein, parce que bon, vu qu'ils ne veulent pas donner de détails sur comment va marcher leur primaire, je vais partir de ce principe-là tant qu'ils n'ont pas annoncé des choses. Donc eux, ils disent, nous, on ne peut pas soutenir la force en tête à gauche si eux n'acceptent pas notre processus complètement ridicule et sujet à un tas de biais, à un tas de dysfonctionnements, à un tas d'incertitudes. Comment on peut croire que ces gens sont de bonne foi? Soit discuter un minimum collectivement. Le piège du présidentialisme, c'est de dire ralliez-vous à un homme, mais autour de quelle stratégie, pour faire quoi? Ton enquête sur la dernière primaire était top. Bah, merci beaucoup, Soylent Street. N'hésitez pas à la repartager, la vidéo sur les primaires, parce que je sais qu'il y a un peu de gens qui l'ont vue quand elle est sortie à l'époque, mais bon, vous savez que 2026, ça va être l'année de cette primaire, apparemment. Sauf s'ils abandonnent et décident de ne pas la faire, mais bon, je pense que là, ils se sont engagés dedans. Il faut qu'un maximum de gens soient au courant de comment ça s'est déroulé la dernière fois, et pour ça, il faut qu'ils voient cette vidéo. Je connais pas beaucoup d'autres vidéos qui sont allées aussi loin sur l'analyse de la primaire. C'est pas pour m'auto-sucer ou quoi, mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas à la partager, à la poster à droite et à gauche, à la poster sur des réseaux sociaux, des sites. Est-ce que la stratégie actuelle, je parle celle actuelle, pas de celle de 2017 ou celle de 2022 de Jean-Luc Mélenchon, permet de gagner l'élection présidentielle? Pour ma part, j'ai un doute. Quand j'ai voulu poser ce débat, j'ai été exclu de la France Insoumise. Si vous voulez faire un grand mouvement... Il n'a pas été exclu de la France Insoumise. Il a juste pas été réinvesti dans sa circonscription pendant une élection, mais il pouvait très bien rester dans ce parti s'il voulait. Une des raisons pour lesquelles il n'a pas été réinvesti, c'est parce qu'ils avaient déjà commencé à faire un autre parti qui s'appelle l'Après avant l'élection, donc ils étaient déjà en train d'essayer de quitter le parti La France Insoumise, hein, ce qui est leur droit, mais bon, pourquoi continuer à s'en plaindre et à déformer la réalité de ce qui s'est passé pour se présenter en victime alors que c'est pas du tout le cas? Très très malhonnête. Majoritaire, il faut quand même qu'un minimum la gauche dans sa réalité soit représentée. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parle de lui, avait dit que les européennes allaient être le premier tour de l'élection présidentielle et que c'est en fonction du rapport de force qu'on verrait. J'observe que la France Insoumise, c'était 1/3 du vote de gauche et le 2/3 était autre chose. Donc vous voyez bien que personne ne peut écraser l'autre. Mais vraiment, on dirait qu'on entend Anne Hidalgo en 2021. Non, c'est les européennes qui déterminent qui est en tête à gauche. En fait, on dirait aussi qu'on entend Glucksmann en 2024. On est d'accord que là, il vient de dire, il y a eu une inversion du rapport de force, nous sommes en tête à gauche, regardez les résultats des européennes, Glucksmann, la liste portée par Glucksmann est devant la liste portée par Manon Aubry, en ignorant que c'est un scrutin où beaucoup moins de gens votent que dans les présidentielles, donc l'électorat est beaucoup moins représentatif de la majorité de la population française.
etc., etc., etc. Enfin là, c'est vraiment le truc de regarder. Enfin bon, c'est juste le fait que des gens aient pu traverser. Parce que je sais que Corbière, il sait tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je veux dire, le gars, en 2019, disait probablement exactement ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire, ah non, le fait que, je crois que c'était ELV à l'époque, qui est arrivé en tête des élections européennes 2019, le fait que ELV arrive en tête devant la liste France Insoumise au sein de ce qui est considéré de gauche, veut dire que maintenant, ELV, il y a une inversion du rapport de force, donc le candidat candidat ELV dans les présidentielles a beaucoup plus de chances que le candidat LFI. Ah bah non, merde, en fait, Jadot fait 6% et Mélenchon fait 22%. Donc en fait, votre théorie comme quoi les européennes sont prédictives des présidentielles est démontrée comme fausse à chaque fois, historiquement, que les gens racontent ce truc-là. Mais il le sait très bien, Alexis Corbière, les gens. Faut pas nous prendre pour des débiles non plus, quoi. Il sait très bien tout ce que je suis en train de dire. Et il fait, là, c'est lui qui est en train de faire l'argument. Dans les européennes, la France insoumise n'était pas en tête, et donc... pour quelles raisons on dirait qu'ils sont ceux qui sont plus à même de porter la gauche au second tour? C'est de la folie. Je reviens à mon idée de primaire. Aujourd'hui, il y a Zoran Mamdani, le maire de New York, qui a pris possession de son bureau, maire de New York. Il a été élu suite au processus d'une primaire. C'est incroyable, les gens. Cette interview est en 2026. Hein. C'est une interview d'hier, les gens. L'après sont encore en train de mentir sur l'élection de Mamdani en prétendant que la raison pour laquelle Zoran Mamdani a gagné à New York, c'était parce qu'il est passé par une primaire. Alors que son opposant dans la primaire, celui qui a perdu la primaire, Andrew Cuomo, a maintenu sa candidature ensuite. Donc l'objectif revendiqué de la primaire, qui est de minimiser le nombre de candidats, de faire un rassemblement derrière une candidature unique, tout ce que vient de dire Alexis Corbière, soi-disant, ça n'a pas été le cas dans l'exemple qui met en avant pour dire les primaires c'est bien. Mamdani allait à la primaire, il a gagné la primaire, et après, les opposants de la primaire n'ont pas respecté du tout le concept de la primaire et se sont quand même présentés. Andrew Cuomo s'est présenté dans l'élection générale après avoir perdu la primaire. Et d'ailleurs, un tas de personnes dans le Parti démocrate n'ont pas soutenu Zoran Mamdani. Ils ont répété les mensonges de la droite sur Zoran Mamdani en disant qu'il est dangereux pour New York, en disant qu'il est potentiellement antisémite, en l'attribuant des fausses citations, etc. Toute la propagande anti-Mamdani qui a été faite, vous avez très bien vu. Donc en fait, l'exemple de Mamdani démontre ce que je dis moi, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas vous soutenir, même si vous gagnez la primaire, ne vous soutiennent pas. Et les opposants à la primaire peuvent se présenter quand même et ne pas respecter les règles des primaires. Mamdani a gagné grâce à son programme et grâce à une campagne de terrain intense, non? Ouais, bah exactement, mais ça, ils veulent jamais en parler, tu vois. Et le fait qu'il y a eu 3 millions de portes de New-Yorkaises et de New-Yorkais auxquelles la campagne de Mamdani a toqué, le fait qu'il y a eu des excellents passages médias de Mamdani tout le long, le fait qu'il est très charismatique, très convaincant, que c'est juste un très bon orateur, en fait, un très bon candidat, et des discours vraiment excellents, vraiment mobilisateurs. Et il suscite de l'espoir parce qu'il porte un programme politique de gauche de rupture, clairement antiraciste, clairement contre l'impérialisme, clairement progressiste sur tous les sujets, pour les intérêts des New-Yorkaises, New-Yorkais, pour la gratuité la gratuité des transports en commun, pour des contrôles sur le prix des loyers très très intenses et tout. Tous ces trucs-là, c'est ça qui a fait que les gens voulaient voter pour lui et c'est pour ça qu'il a pu déjouer les pronostics et gagner, tu vois. Mais c'est tout ça, non, c'est pas du tout le programme, c'est pas le fond politique, il est passé par une primaire. Voilà la seule raison pour laquelle il a gagné. Impertinent, quand t'étais à l'après, est-ce que les campagnes de terrain étaient intenses, Bad Mulch? Aïe. Bah, la seule campagne de l'après à laquelle j'ai essayé de participer, j'ai été viré de la salle. Donc bon, c'était intense dans ce sens-là, on va dire. Si on est hyper charitable, je veux bien croire qu'ils veulent gagner et qu'ils ne croient pas en la candidature de Mélenchon. Mais dans ce cas, allez négocier avec la France Insoumise pour les soutenir et convaincre-les de prendre un autre candidat. Bah ouais. Ou alors juste à un moment, on arrête d'attaquer peut-être la force en tête à gauche et on essaye à la place de les aider, tu vois, ça pourrait être une proposition. Peut-être on reconnaît que 90% de l'image négative qu'a Mélenchon, et encore on ne sait pas s'il va être candidat à LFI cette fois-ci, mais 90% de l'image négative qu'a Mélenchon aujourd'hui et qu'aurait n'importe quel autre candidat en tête à gauche qui a des chances de l'emporter est due à de la propagande médiatique, à une fabrique d'une image négative par des images, des clips, des déformations des propos, des interprétations de mauvaise foi de chaque petit propos et tout dans les médias. C'est une construction, donc comme j'ai dit assez souvent, si par exemple prenez n'importe qui, prenez Elsa Faucillon du PCF, si elle était
la candidate... Imaginez dans un autre univers parallèle, ok, où la France Insoumise n'avait pas été créée, et je sais pas moi, le PCF avait un programme de gauche de rupture très très solide sur tous les sujets et tout, et la candidate désignée par ce parti, c'était Elsa Faucillon. Dans ce cadre-là, il y aurait une diabolisation d'Elsa Faucillon, il y aurait une image médiatique d'elle construite, il y aurait des choix de photos où elle a l'air super, super en colère, super méchante, il y aurait des enquêtes sur un micro-truc qu'elle a dit il y a 12 ans en privé, il y aurait un livre qui sortirait dans la presse pour dire regardez, elle a envoyé un texto méchant à quelqu'un avec laquelle elle était amie il y a 12 ans qui maintenant l'a trahi, etc. Il y aurait tout ce truc est créé par les médias. En grande partie, hein, évidemment, personne n'est parfait, et j'ai critiqué Mélenchon et d'autres personnes très régulièrement sur des mauvaises positions. Hein. Mais il faut arrêter d'être délu là-dessus. Il pense qu'un seul candidat centriste peut gagner car le bloc bourgeois face à l'extrême droite ne voterait pas gauche de gauche. Ouais, bah c'est complètement con comme stratégie. Puisque du coup, si tu veux juste mettre au pouvoir quelqu'un qui va maintenir le statu quo, quel est l'intérêt? Quel est le but de tout ce que ces gens font? Ça ne sert littéralement à rien. Nous voulons faire la même chose. Je fais quelques annonces. Le 24 janvier, nous allons à nouveau, ce groupe de travail, enfin, c'est pas ce groupe de travail, c'est cette union qui va à Tours nous retrouver pour une nouvelle convention sur la question du travail. Ok. Apparemment, le 24 janvier, du coup, il y a une convention, mais vous voulez pas annoncer les détails de la primaire? Vous aviez dit que vous allez les annoncer début décembre. C'est ouf ça quand même. Est-ce qu'elle va avoir lieu cette primaire finalement? Et nous ferons à ce moment-là aussi, j'invite la presse à être présente, vous entendrez comment nous travaillons. En automne, nous souhaitons qu'il y ait la désignation d'un candidat commun. J'invite toutes les... Comment il va être désigné? Par quelle modalité? Un vote en ligne, un vote dans les bureaux de vote? Bordel, il n'y a pas un journaliste pour leur poser cette question. Il n'y a pas une personne sur un plateau qui va leur poser la question centrale, évidente, qui va mentionner la dernière fois qu'il y a eu une primaire, c'était la primaire populaire, c'était en ligne, c'était néo-vote, il y avait des problèmes. Comment vous allez faire pour régler ces trucs-là? Genre, ça serait la base d'un travail journalistique de n'importe qui interviewe Alexis Corbière ou des gens de l'après, de leur poser cette question. Il n'y a rien qui est clair, tout est obscur. C'est l'annonce que vous faites. J'invite toutes les forces à participer à ce processus. Il faut que des Quel processus? Quel est le processus? Je comprends rien. gens se mêlent de cette affaire pour que nous créons les conditions que le pays ne tombe pas dans les mains de l'extrême droite, mais que nous puissions avoir un avenir heureux. Des milliers de gens doivent se mêler de ce processus. Jamais ils donnent un seul détail sur ce que c'est. Heureux et juste. Merci Bonne année beaucoup à tous. Merci. Alexis Corbière d'avoir été... C'est lunaire les gens. C'est la fin de l'interview. Il n'y a aucune info. En fait, moi, c'est vraiment le fait que tout le monde trouve normal de jamais leur poser la question. Genre parfois, j'ai l'impression d'être la seule personne à me poser ces questions. Ça va devenir fou, hein. Imo, il ne se passera rien avant les municipales. Ils veulent voir les rapports de force avant de s'avancer. Si la France Insoumise cartonne comme c'est probable, ils sont baisés. C'est incroyable quand même. Être dans une position où tu as l'impression que tu es baisé si la force en tête à gauche gagne plein d'élections et est vachement populaire au sein des électeurs, il y a quand même un... Ils se disent pas genre il y a un petit problème quand même dans le positionnement. Pourquoi ça serait un problème pour nous? Genre c'est très 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 bizarre. Bon bah voilà les gens, moi je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être des nouvelles informations concrètes sur cette primaire. Malheureusement j'en ai pas d'informations. Alors nous bien sûr on maintient notre candidature. Hein. Voilà, on n'est plus avec l'après maintenant que j'ai été viré de façon complètement illégitime de ce parti. Mais comme je vous ai dit, je maintiens ma candidature dans cette primaire large. Et dès qu'il y a des nouveaux détails, je vous en parlerai, je vous communiquerai là-dessus. On va continuer à mener campagne pour la candidature Bad Mulch 2027. Le seul candidat pour l'instant qui s'engage à se désister s'il gagne la primaire, mais il n'est pas en tête à gauche, pour assurer la présence de la gauche au second tour. Et continuer de mettre la pression aux autres candidats annoncés dans la primaire qui ne se sont pas encore exprimés sur le sujet du désistement dans un tel scénario. Parce que quand même, c'est ultra important pour juger de leur bonne foi quand ils disent vouloir une seule candidature à gauche, une victoire de la gauche, etc. etc.